Elle pue et ne viendra pas vivre ici, a dit ma belle-fille, mais ce que mon fils a fait était choquant. Il y a des choses qu'on entend et qu'on n'arrive pas à croire, qu'elles sont réellement arrivées à une personne réelle, dans une vraie maison, le jour le plus attendu de la vie d'une mère. Mais cette histoire est bien arrivée, et quand j'ai appris chaque détail, j'ai dû m'arrêter et me demander où le monde avait pu se tromper à ce point, pour qu'une femme en arrive là où Madame Josiane Marchand en est arrivée ce samedi après-midi. Elle avait passé la nuit dans un bus, plus de 6 heures assise sur un siège dur, la vieille valise en cuir marron sur les genoux, parce qu'en dessous, elle avait peur de la perdre. C'était tout ce qu'elle avait apporté. Quelques vêtements pliés avec soin, une Bible à la couverture usée, 2 photos qu'elle gardait depuis les années 70 et un paquet contenant un 4/4 qu'elle avait préparé elle-même à l'aube avant de prendre le bus. Elle savait que son fils aimait ça. Elle n'avait pas prévenu qu'elle viendrait, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de prévenir. Nicolas Marchand était son fils. La maison était la sienne, mais elle avait aidé à payer chaque brique de cet endroit quand le garçon n'avait encore rien à son nom. Elle pensait que c'était différent d'arriver à la porte d'un étranger. Elle le pensait. Le bus arriva tôt le matin à la gare routière de Paris, et Madame Josiane Marchand se rendit directement à l'arrêt de bus le plus proche. Elle avait l'adresse notée sur un papier plié dans son sac de la propre écriture de Nicolas Marchand. Une écriture grande et penchée qu'elle reconnaissait depuis qu'il avait 8 ans et écrivait ses premiers petits mots pour demander à sortir plus tôt de l'école. Elle arriva dans le quartier vers midi. Le soleil tapait fort et elle avait les pieds enflés à cause du voyage. Mais elle se redressa du mieux qu'elle put en reconnaissant le portail. Une vaste demeure, avec un long couloir de marbre clair, poli, qui reflétait la lumière venant de l'intérieur. Une belle maison, une maison qu'elle avait aidé à faire exister. Elle sonna une fois, puis une autre. La porte s'ouvrit, et c'est là que l'histoire changea de direction, d'une manière que personne n'avait prévue. Émilie portait une robe blanche, une robe en dentelle, délicate, comme si elle venait de sortir d'une occasion importante. Les cheveux détachés, les yeux verts, écarquillés de surprise. Et derrière elle, Nicolas Marchand, en costume sombre et chemise bleue, le visage fermé d'une façon que sa mère n'arrivait pas à déchiffrer, gêne ou autre chose. Tous deux revenaient d'un dîner de fiançailles, des amis, la famille d'Émilie, un restaurant cher dans le 16e. Et lorsqu'ils rentrèrent chez eux, sans s'attendre à rien du tout, ils trouvèrent Madame Josiane Marchand là, avec la valise marron et le paquet du 4/4, souriant comme quelqu'un qui arrive pour une visite du dimanche. Le problème, c'est que pour Émilie, ce n'était pas une visite du dimanche. Pour Émilie, c'était une intrusion. Elle leva le doigt, pointa directement sa belle-mère, et ce qui sortit de sa bouche à ce moment-là resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui étaient sur le trottoir cet après-midi-là, parce qu'il y avait une voisine à la fenêtre, un livreur qui s'était arrêté devant avec un carton à la main, et il y avait Nicolas Marchand, figé au milieu du couloir, comme si le sol avait englouti ses pieds. « Elle pue, dit Émilie. Elle pue et elle ne viendra pas vivre ici. Tu peux la renvoyer tout de suite. » Madame Josiane Marchand ne comprit pas immédiatement. Elle souriait encore, pensant que sa belle-fille avait dit quelque chose pour plaisanter, ou qu'elle avait mal entendu, parce que ses oreilles lui jouaient parfois des tours. Mais Émilie répéta, cette fois en se bouchant le nez avec la main, comme quelqu'un qui se trouve près de quelque chose d'insupportable. « Nicolas, je parle sérieusement. Elle n'entrera pas ici dans cet état. Tu avais dit que tu allais régler ça. » J'ai dû m'arrêter ici quand j'ai lu cette histoire pour la première fois. Parce que cette phrase, cette dernière phrase d'Émilie, porte quelque chose qu'on comprendra plus tard, que Nicolas Marchand savait, qu'il avait promis quelque chose. Et Madame Josiane Marchand se trouvait au milieu d'une situation qui avait commencé bien avant qu'elle ne pose le pied sur ce trottoir. Nicolas regarda sa mère, puis il regarda Émilie, et il baissa la tête. Madame Josiane sentit ses jambes devenir lourdes. Ce n'était pas la fatigue du voyage. C'était ce poids que les personnes plus âgées reconnaissent bien, le poids de comprendre que le sol a changé sous leurs pieds et que personne ne va vous dire quand ça s'est produit. Elle avait 73 ans, veuve depuis 8 ans. Elle avait passé les 3 dernières années à vivre chez sa sœur aînée, Madame Monique, dans une petite ville de l'intérieur où les rues étaient encore des chemins de terre et où tout le monde se connaissait par son surnom.
Mais Madame Monique était tombée malade. Ses enfants étaient venus la chercher et Josiane s'était retrouvée seule dans une maison qui n'était pas la sienne, avec un loyer qu'elle n'allait pas pouvoir payer. Elle avait appelé Nicolas 3 semaines plus tôt. Elle avait tout expliqué avec cette voix calme qu'elle avait toujours utilisée pour ne pas effrayer son fils. Elle avait dit qu'elle allait avoir besoin d'un petit coin, juste un petit coin, le temps de s'organiser. Nicolas avait dit « Maman, bien sûr, vous venez. » Il avait dit ça, elle l'avait entendu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'entre le jour où il avait dit ça et le jour où elle était arrivée, une autre conversation avait eu lieu. Une conversation entre mari et femme, dans une cuisine moderne, le feu allumé et tous deux baissant la voix pour ne pas se disputer trop fort. Émilie avait des règles. Émilie avait des projets pour cette maison qui n'incluaient pas une belle-mère vivant dans la chambre d'amis. Émilie avait dit à Nicolas qu'il devait régler ça autrement. Et Nicolas, qui aimait sa femme et craignait le silence froid qu'elle imposait quand elle était contrariée, avait promis qu'il réglerait ça. Seulement, il n'avait jamais rappelé sa mère. Il n'avait jamais dit que le plan avait changé. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Madame Josiane resta immobile dans ce couloir blanc, pendant un temps qui parut bien trop long. Le marbre sous ses vieux pieds, la lumière du lustre là-haut au plafond, l'odeur de produits d'entretien coûteux qui emplissaient l'air. Elle regarda ses mains, elle regarda la valise, puis elle regarda son fils, Nicolas. Elle dit son nom de la seule façon qu'une mère sait dire, sans colère, avec une sorte de question à l'intérieur du mot, une question qui était à la fois « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» et « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» et « Dis-moi que ce n'est pas ce que ça semble être ?» Nicolas leva les yeux. Il avait 36 ans, mais à ce moment-là, il semblait bien plus jeune. Quelque chose se passait en lui, quelque chose qui essayait de sortir et qu'il retenait à 2 mains. « Maman, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » dit Émilie avant qu'il ne finisse. « Je te l'ai déjà expliqué, Nicolas. Je ne vais pas renoncer à mon espace. Ce n'est pas comme ça qu'on avait prévu les choses. » Et là, dans ce couloir, avec la voisine encore à la fenêtre, et le livreur qui avait abandonné sa livraison et qui était resté sur le trottoir à tout écouter, il se passa une chose que Madame Josiane n'attendait pas. Nicolas respira profondément. Il passa la main sur son visage. Puis il fit quelque chose qu'Émilie elle-même n'attendait pas non plus. Il prit la valise des mains de sa mère, sans dire un mot. Il la prit, simplement, et il entra dans la maison. Émilie resta figée. Josiane resta figée. Le livreur resta figé. Nicolas revint environ 2 minutes plus tard avec une chaise. Il la posa dans le couloir, près de la porte, et dit à sa mère de s'asseoir. « Asseyez-vous ici, maman. Je reviens tout de suite. » Puis il referma la porte et resta à l'intérieur avec Émilie. Ce qui se passa dans cette maison pendant les 40 minutes suivantes, eux seuls le savent. La voisine raconta plus tard qu'elle avait entendu des voix haussées, mais qu'elle n'avait pas compris les mots. Le livreur s'en alla, et Madame Josiane resta assise sur la chaise, le paquet de 4/4 sur les genoux, regardant la rue. Elle ne pleura pas. Il est important de le dire. Elle n'avait pas pleuré parce qu'elle avait appris au fil de 73 ans que les larmes attirent parfois plus l'attention qu'elles ne résolvent les choses. Elle était restée assise, silencieuse, avec cette dignité tranquille que les femmes de sa génération portent comme une armure. À l'intérieur, bien sûr, c'était une autre histoire. À l'intérieur, elle calculait. Elle essayait de comprendre ce qui avait cloché, ou elle avait fait une erreur de calcul, parce qu'elle n'arrivait pas à accepter de s'être trompée à ce point. Elle pensa à Nicolas enfant, à la façon dont il lui serrait la main quand il avait peur du noir, à toutes ces nuits où elle avait lavé du linge pour payer l'école privée qu'il voulait, à la seule bijou qu'elle avait vendue, une bague de promotion du père de Nicolas, pour aider à payer l'entrée de l'appartement précédent avant cette maison. Elle pensa à tout cela, assise sur cette chaise du couloir, dos à la porte, regardant la rue déserte. Il y a des moments où l'on regarde derrière soi sur sa propre vie et où l'on ne reconnaît plus le chemin. Je crois que c'est ce que Madame Josiane Marchand a ressenti à cet instant. La porte s'ouvrit. Nicolas sortit. Son visage avait changé. Ce n'était plus le visage de quelqu'un qui avait perdu une bataille. C'était le visage de quelqu'un qui avait pris une décision et qui était, d'une certaine manière, en paix avec elle, même si cette paix était dure. « Maman, entrez. » Josiane leva les yeux.
Nicolas, je ne veux pas créer de problème. Vous ne créez rien du tout. Entrez. Et c'est là que vint la première partie de la révélation. Pas la plus grande, celle-là viendra plus tard. Mais la première. Émilie n'était plus dans le salon. Nicolas lui avait demandé d'aller dans la chambre pendant que sa mère entrait, et Émilie y était allée furieuse. Ses pas rapides résonnant sur le plancher en bois. Mais elle y était allée. Nicolas conduisit sa mère jusqu'à la chambre d'amis. Une pièce soignée, avec un couvre-lit clair, une fenêtre donnant sur le jardin. Il posa la vieille valise en cuir marron sur le lit et resta là, immobile, ne sachant pas très bien quoi faire de ses mains. « Maman, j'aurais dû vous appeler. »« Tu aurais dû, » acquiesça-t-elle, sans colère, juste la vérité. « Je sais que j'ai fait une erreur et je vais arranger ça, mais vous ne dormirez pas dans la rue. » Josiane regarda son fils longuement. Ce fils qui était sorti de son ventre en hurlant, qui lui avait fait perdre le sommeil pendant des années, qu'elle avait élevé comme elle pouvait, avec les forces qu'elle avait. Ce fils qui se tenait maintenant sur le seuil de la chambre d'amis, encore en costume cravate, avec l'expression de quelqu'un qui apprenait quelque chose sur lui-même cet après-midi-là. « D'accord, » dit-elle, « mais raconte-moi ce qui est arrivé au Nicolas que j'ai élevé, parce que celui-là, je ne le connais pas encore vraiment. » Et c'est avec cette question en suspens que les jours suivants commencèrent. Le problème, c'est que personne n'avait prévenu Josiane que la guerre était loin d'être finie, que la chambre d'amis était un territoire contesté, et qu'Émilie, contrairement aux apparences, n'était pas seulement une femme difficile. C'était une femme qui avait peur, et la peur de certaines personnes fait bien plus de dégâts que la méchanceté. Émilie avait grandi dans une famille où les ressources se disputaient. Elle était celle du milieu de 3 sœurs, celle qui avait toujours eu le moins d'attention, le moins de place, le moins de tout. Elle avait travaillé dur pour conquérir chaque centimètre de la vie qu'elle avait. L'emploi, l'appartement qui était à elle avant le mariage, les vêtements soignés, les projets d'avenir. Elle ne voulait pas partager. Non pas parce qu'elle était cruelle de nature, mais parce que partager pour elle avait toujours signifié perdre. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait dans ce couloir. Cela ne justifie pas la cruauté des mots, mais cela explique peut-être d'où cela venait. Pendant les 3 jours qui suivirent, la maison fut divisée d'une manière que tout le monde ressentait, mais que personne ne disait. Josiane se levait tôt, préparait le café avant qu'Émilie ne descende, laissait la cuisine exactement comme elle l'avait trouvée. Elle avait appris à occuper le moins de place possible depuis qu'elle était veuve. C'était l'art que la vie lui avait enseigné. Exister sans déranger. Émilie descendait, regardait sa belle-mère, puis détournait les yeux. Elle ne jurait plus, mais son silence était un mur. Nicolas restait au milieu, essayant de parler à l'un et à l'autre, essayant de croire que tout cela allait se résoudre tout seul s'il attendait assez longtemps. Ce fut la 4e nuit que tout remonta à la surface d'une manière différente. Josiane était dans la chambre quand elle entendit des voix dans le salon. Elle ne voulut pas écouter, mais les murs de cette maison étaient plus fins qu'ils n'en avaient l'air. Et ce qu'elle entendit la laissa assise au bord du lit pendant très longtemps, regardant ses mains. « Je n'en peux plus de cette ambiance, » disait Émilie. « Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Émilie, c'est ma mère. Je sais qui elle est, Nicolas, et je sais aussi que tu as promis que ça n'arriverait pas. Je sais que j'ai promis, mais je ne pouvais pas laisser ma mère à la rue. Et qui va s'occuper de moi? Qui pense à moi ici ?» Il y eut une longue pause. Josiane retint sa respiration. « Tu as tout ce qu'il te faut, Émilie. »« Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le mari que je croyais avoir. » Elle entendit le bruit d'un verre posé brusquement sur la table, puis des pas et la porte de la chambre du couple qui claquait. Josiane s'allongea. Elle resta à regarder le plafond. Et c'est là qu'elle prit la décision que personne n'attendait d'elle. Pas une décision de partir, pas une décision de reculer. Une décision de découvrir ce qui se passait vraiment avec son fils, parce qu'elle avait remarqué quelque chose ces derniers jours qui ne correspondait pas à ce que Nicolas montrait. Il sortait beaucoup pour travailler, c'était normal, mais il revenait avec une fatigue qui n'était pas celle du travail. C'était une fatigue différente, une fatigue de l'intérieur. Le lendemain matin, avant qu'Émilie ne se réveille, elle descendit et trouva Nicolas dans la cuisine. Il prenait son café seul, regardant par la fenêtre. « Raconte-moi, dit-elle, en s'asseyant sur la chaise en face.
Il la regarda avec cet air d'enfant encore, de fils qui veut cacher qu'il va mal pour ne pas inquiéter sa mère. « Il n'y a rien à raconter, maman. »« Nicolas, j'ai 73 ans. J'ai appris à lire ce que les gens ne disent pas avant que beaucoup de gens n'apprennent à lire ce qu'ils disent. Raconte-moi. » Il resta silencieux 1 minute. Puis il commença. L'histoire qui sortit de la bouche de Nicolas ce matin-là était une histoire que Josiane ne connaissait pas entièrement. Elle en connaissait des bribes, du mariage avec Émilie, il y a 3 ans, qui avait été précipité, du déménagement à Paris peu après, des appels de plus en plus courts, des visites qui ne se faisaient jamais. Mais elle ne savait pas ce qui se cachait derrière tout cela. Nicolas avait ouvert une petite entreprise avec un associé 2 ans plus tôt. Ça marcha pendant un moment, puis ça commença à aller mal. L'associé disparut avec une partie des euros. Nicolas n'en avait parlé à personne, ni à sa mère, ni à ses amis, par peur de paraître faible. Il avait essayé de régler ça tout seul, et plus il essayait tout seul, plus il s'enfonçait. La maison luxueuse, le 16e, le costume qu'il portait tous les jours, tout était à la limite. Ils étaient endettés. Émilie en connaissait une partie, mais pas tout, et Nicolas avait peur de raconter le reste. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Nous qui commençons, maintenant je continue. Madame Josiane Marchand écouta tout sans interrompre. C'était quelque chose qu'elle savait bien faire, écouter sans interrompre. Elle avait appris que parfois les gens ont besoin de finir de raconter avant de pouvoir comprendre ce qu'ils racontent. Quand Nicolas eut terminé, elle resta silencieuse un instant. « Combien tu dois ?» Il dit un chiffre. Ce n'était pas astronomique. C'était le genre de dette qui paralyse une personne qui n'a jamais eu d'épargne, mais qui a une solution si on la regarde en face avec lucidité. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Il baissa la tête. « Parce que je voulais que vous soyez fiers de moi. Il y a des phrases qu'on entend et qui restent. Celle-là est restée en moi. Un homme de 36 ans, en costume-cravate, avec le poids du monde sur les épaules, préoccupé avant tout par la fierté de sa mère. Parfois, on croit savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur d'une personne et on se trompe complètement. » Josiane se leva de sa chaise, alla vers son fils et posa la main sur son visage. Une main qui avait lavé du linge, cueilli du café dans les champs quand elle était jeune, porté son petit-fils, plié des vêtements pour des gens qui n'étaient pas de sa famille pour gagner quelques pièces. Une main qui connaissait le poids des choses. « Tu crois que je t'ai élevé pour que tu me déçoives? Ça n'existe pas. » Nicolas ferma les yeux. « Mais maman, et maintenant ?»« Maintenant, on réfléchit ensemble, toi et moi. D'abord, tu me racontes tout, avec les chiffres et les noms, et ensuite on verra ce qu'on fait. » Mais l'histoire n'était pas encore arrivée au point le plus difficile, parce qu'Émilie se réveilla. Et quand Émilie descendit et les trouva assis tous les deux dans la cuisine, des papiers étalés sur la table et la voix basse de ceux qui règlent une affaire sérieuse, elle s'arrêta sur le pas de la porte et demanda ce qui se passait. Nicolas hésita. Josiane regarda sa belle-fille. Et c'est là qu'elle fit la chose la plus surprenante de toute cette histoire. Elle se leva, tira une chaise et dit « Émilie, assieds-toi ici. Ton mari a quelque chose d'important à te dire, et il vaut mieux que tu l'entendes une bonne fois pour toutes, parce que tu dois savoir avec qui tu t'es vraiment mariée. » Émilie resta debout sur le pas de la porte. Elle ne s'y attendait pas. Elle s'attendait à une dispute. Elle était prête pour la dispute. Elle avait les arguments alignés dans sa tête. Mais elle ne s'attendait pas à être invitée à s'asseoir. Elle s'assit, et Nicolas raconta tout, à sa mère et à sa femme en même temps, dans cette cuisine tôt le matin, avec le café qui refroidissait dans la tasse. Quand il eut terminé, le silence n'était pas le silence qu'Émilie faisait d'habitude. Ce n'était pas le silence de celle qui est blessée et qui veut punir. C'était le silence de celle qui vient de comprendre qu'elle était en colère contre la mauvaise personne, pour la mauvaise raison. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» La voix d'Émilie sortit plus petite que d'habitude. « Parce que j'avais peur de ta réaction. Et tu as trouvé mieux de me laisser dans le noir. Je pensais que j'allais régler ça avant. » Émilie resta à regarder son mari. Et là, à cet instant, il se passa une chose que Josiane racontera pendant des années. Émilie se mit à pleurer. Pas de colère. De ces larmes qui viennent quand on se rend compte qu'on a passé trop de temps en colère contre quelque chose qu'on ne comprenait même pas vraiment. « J'ai eu tellement peur de perdre tout ce que j'ai aidé à construire, » dit-elle.
Et puis quand vous êtes arrivé, je n'ai pas supporté. J'ai cru que c'était encore une chose qui me poussait vers le bas. » Josiane regarda sa belle-fille un long moment. Elle connaissait cette peur. Elle l'avait vécue toute sa vie. La peur de ne plus avoir de terre sous les pieds, de se la faire retirer. Ce n'était pas une peur étrangère. C'était la peur la plus humaine du monde. « Émilie, » dit-elle d'une voix calme, « je ne suis pas venue ici pour te prendre quelque chose. Je suis venue parce que mon fils est tout ce que j'ai. Et maintenant, je vois que toi aussi, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. » Ce qui se passa dans les mois qui suivirent ne fut pas une transformation de conte de fées. Non, pas du tout. Ce fut difficile. Ce fut laid parfois. Il y eut des disputes, des larmes, des nuits où tous les trois furent en colère les uns contre les autres en même temps. Nicolas affronta la dette la tête haute. Josiane avait mis de côté une petite somme pendant des années, de l'argent qu'elle n'avait jamais touché, qui était dans un papier plié au fond d'une boîte de conserve, tout au fond de la valise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour couvrir la partie la plus urgente et laisser le temps de respirer. Elle l'offrit sans que personne ne le demande, et Nicolas pleura quand elle ouvrit la main et posa ce papier sur la table. Pas pour l'argent, pour le geste, pour cette mère qui continuait d'être une mère même après avoir été humiliée sur le pas de sa porte. Émilie vit tout cela, et quelque chose en elle céda, lentement, comme une porte rouillée qui finit par pivoter avec le temps. Elle ne s'excusa pas d'un seul coup. Ça non plus, ça n'aurait pas été réel. Elle s'excusa par morceaux, par petits bouts. Un jour, elle laissa le café de la mère de son mari prêt quand elle se leva plus tôt. Un autre jour, elle demanda à Josiane si elle voulait de l'aide pour plier les vêtements. Une semaine plus tard, par un après-midi de pluie, elles étaient assises toutes les deux sur la véranda et Émilie demanda comment avait été sa vie quand elle était jeune. Et Josiane raconta. Elle parla de la campagne, du mari qu'elle avait perdu bien trop tôt, des enfants qu'elle avait élevés, des mains qui ne s'étaient jamais arrêtées. Elle raconta sans amertume, parce qu'elle avait appris que garder de l'amertume, c'est comme porter une pierre dans sa poche. On marche, mais on marche lourd. Émilie écouta avec attention, et quand Josiane eut terminé, elle dit quelque chose à voix basse, presque pour elle-même. « Vous êtes plus forte que toutes les personnes que j'ai jamais connues. » Josiane sourit. Ce sourire de quelqu'un qui en a traversé des épreuves et qui sait que le temps résout ce que l'entêtement n'arrive pas à résoudre. L'entreprise de Nicolas n'est pas revenue. Il l'avait fermée avec ce qui lui restait et avait trouvé un emploi dans un endroit qui payait moins, mais qui payait régulièrement. Ils avaient vendu la voiture la plus récente. Ils avaient coupé certaines dépenses. La vie était devenue plus petite pendant un temps, mais elle était devenue plus honnête. Et la maison, cette grande maison avec son couloir en marbre et son lustre au plafond, changeait peu à peu à l'intérieur, pas dans sa structure, dans son atmosphère, dans la façon dont les trois personnes qui y vivaient commencèrent à se croiser le matin sans détourner le regard les unes des autres. Il y eut un jour, environ 4 mois après cet après-midi de samedi, où Nicolas rentra à la maison et trouva sa mère et sa femme dans la cuisine en train de faire un gâteau ensemble. Un 4/4, le même que Josiane avait apporté dans sa valise et qui n'avait jamais été ouvert. Il resta immobile sur le pas de la porte, encore en costume, sa serviette à la main, regardant les deux femmes de dos, discutant, riant de quelque chose qu'il n'avait pas entendu, et il resta là plus longtemps que nécessaire, juste pour regarder. Il y a certaines scènes qu'on garde en soi, qui restent, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont arrivées après tant de choses que leur imperfection en devient magnifique. Josiane resta dans cette maison. Pas pour un temps, comme elle l'avait dit. Elle y resta pour de bon. Quand Nicolas lui demanda un jour si elle avait l'intention d'aller quelque part, elle le regarda avec ce calme qui la caractérisait. « Je suis là où je dois être », dit-elle. Et c'était vrai. Parce que Josiane avait appris, durant tous ces mois, que parfois on frappe à la porte de quelqu'un au moment le plus inopportun possible, sans prévenir, sentant le bus, avec une vieille valise et un gâteau emballé dans du papier. Et c'est exactement dans cette arrivée hors de propos, dans tout ce désordre, que les familles découvrent si elles sont encore une famille. La sienne l'était. De la manière la plus compliquée et la plus réelle possible, la sienne l'était. Fin de l'histoire. Écoutez, quand je suis arrivé à cette dernière partie, j'ai respiré différemment.
parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une belle-mère qui a été humiliée. C'est l'histoire d'une femme qui, même rejetée, n'a pas renoncé à être qui elle était, qui n'a pas laissé la douleur se transformer en poison, qui a tendu la main à ceux qui avaient été cruels avec elle, non par faiblesse, mais parce qu'elle comprenait les gens comme peu de personnes savent le faire. Et Nicolas, ce fils qui est resté là, au milieu, apprenant trop tard ce qu'il aurait dû faire avant, mais qui au final a fait ce qui était juste quand c'était important. Dites-nous, où regardez-vous aujourd'hui? Et qu'auriez-vous fait à la place de Madame Josiane, assise sur cette chaise dans le couloir avec le gâteau sur les genoux? Laissez vos commentaires, je lis tout avec attention. Si cette histoire vous a touché, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite. Merci beaucoup pour votre fidélité.